Otep, 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 otep. Salut, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, le défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Ngumbe Sombumbon, grand notable de Dieu que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Alors, je veux que nous abordions ce soir, que nous abordons ce soir un sujet d'actualité qui pour moi, au final, n'est pas un vrai sujet d'actualité. Pour quelques raisons que je vais évoquer ici un peu plus tard, je vais entrer dans les détails. Et je vais en profiter pour attirer l'attention du président élu Maurice Kamto. De rester très fort, de rester très prudent parce que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin du président Maurice Kamto. Alors, j'invite ceux qui nous rejoignent à partager, à mettre des commentaires, à mettre le maximum de likes et le maximum de cœurs. Alors là, je vais entrer dans le vif du sujet. Vous avez un ancien ministre de Paul Biya qui s'appelle Issa Chiroma Bakari, qui a déposé sa démission aujourd'hui. Et on en parle partout. Et le fait qu'on en parle partout est une preuve qu'effectivement, nous avons échoué, est une preuve que nous avons beaucoup baissé en termes de standing. Est-ce que quelqu'un comme Issa Chiroma Bakari, est-ce que la démission d'un individu comme Issa Chiroma Bakari devrait impressionner ou attirer l'attention, drainer autant de foule? Est-ce que ça devrait attirer l'attention des gens? Comme sur les médias, je vois partout, on en parle. Mais que Issa Chiroma reste ministre de Biya, de 4e zone, 5e zone, ministre de quoi? De l'emploi et de la formation professionnelle, qu'est-ce qu'on s'en fout complètement? Ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un ministère de souveraineté, ce n'est rien du tout. Il démissionne et on en parle partout dans les médias. J'ai envie de sortir de là pour faire une analyse un peu plus poussée. Pour dire que c'est nous qui avons baissé le standing. En réalité, Issa Chiroma Bakari ne représente rien du tout. Pour ceux qui sont en live, n'oubliez surtout pas de mettre les likes et mettez les cœurs. Les likes, les cœurs, les likes, les cœurs, c'est très important. Vous écrivez Good Life, vous participez au live en commentaire. Malheureusement, je ne peux pas être sur TikTok parce que mon TikTok est bloqué jusqu'au 29. Je vais pouvoir le débloquer juste après. J'ai dû dire, peut-être prononcer des mots qu'il ne fallait pas dimanche et ils m'ont bloqué. À chaque fois, il faut coder, parler le franc-anglais et tout, pour pas qu'ils comprennent. Et parfois, ceux qui nous écoutent ne sont pas que tous des Camerounais, malheureusement. Donc, Issa Chiroma, c'est qui en réalité? Issa Chiroma, c'est quelqu'un qui n'a pas un parcours respectable. Issa Chiroma ne peut pas être cité parmi les intellectuels camerounais. Il n'en est pas un. Issa Chiroma Bakari ne peut pas être considéré comme l'un des meilleurs de sa génération, même quand il était sur les bancs. Issa Chiroma Bakari n'est pas un Camerounais brillant, parmi les Camerounais les plus brillants, qui sont aujourd'hui des enseignants d'université, qui sont aujourd'hui des gens qui sont des cadres, des hauts cadres dans des organisations internationales, des gens qui ont créé des grandes structures, d'autres qui sont des grands hommes d'affaires, d'autres qui sont dans des productions de l'intellect, qui sont dans des productions, n'est-ce pas, des centres de recherche et autres. Donc, Issa Chiroma Bakari, en réalité, ne représente pas grand-chose. Les gens comme ça existent, pourquoi? Parce que Biya a permis que le système fasse la promotion de ce genre d'individus. Il ne représente rien du tout. C'est quelqu'un qui est dans un village perdu quelque part là-bas à Garoua,
Il a rassemblé quelques populations misérables. Et il a donné ses voix, c'est-à-dire qu'il récupère des villageois de chez lui, il se présente comme étant leur leader, il crée un parti politique, et il va s'allier maintenant au RDPC pour avoir un poste de ministre. Et donc, Biya a besoin de ce genre de personnes pour perpétuer son pouvoir. Et progressivement, quand ces gens-là, les élections municipales, législatives, présidentielles, tout ça, quand ça approche, lui va dans son village avec l'argent de l'État, c'est-à-dire que le carburant, les voitures à sa disposition, on donne même comment on appelle la logistique, on installe les tentes et tout, pour recevoir les invités de marque, pendant que les populations, n'est-ce pas, sont sous le soleil, suent à grandes gouttes de sueur, n'ont pas d'eau potable, n'ont pas de puits, n'ont pas d'hôpitaux, n'ont pas de routes, n'ont rien du tout. Il va se servir de la misère de son peuple. Son peuple, lequel peuple, n'est-ce pas, présente, n'est-ce pas, ses besoins immédiats. Lui, il porte ça, il va à Yaoundé livrer ça au RDPC qui lui dit, ok, bon, tiens-toi là, on a juste besoin des voix pour que le RDPC se maintienne au pouvoir. Issa Tiroma Bakari a joué ce rôle-là à la perfection pendant au moins bientôt 20 ans déjà. Il y a un autre qui s'appelle Boulé Bouba Magari qui joue le même rôle auprès du régime. En réalité, que représente Issa Tiroma Bakari? Issa Tiroma Bakari a quel poids sur le plan politique? Les bandits comme ça existent parce que le système en place a fait la promotion des bandits politiques, des entrepreneurs politiques. C'est pour ça que ces gens-là prospèrent. D'où ma question. Où sont les véritables intellectuels et patriotes camerounais? Où sont les véritables intellectuels camerounais? Où sont les véritables patriotes camerounais? Tu dis qu'au nord maintenant, il représente. Ok, depuis qu'il représente dans le nord, ça fait 20 ans, non? Ok. J'aime bien les sacrés clients comme toi, Amidou Abdoulaye. Je serais surpris. Une façon de dire que votre Kamto sera surpris. On connaît déjà votre discours. Bon, oui, au nord, il représente beaucoup. Bon, depuis qu'il représente beaucoup dans le nord, on a vu Issa Tiroma dans le même nord, en train de se filmer à côté d'une école en paille, dans des écoles où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de table-banc, où les gens mettent des pailles dans le Grand Nord, là où il y a la plus grande misère, la plus extrême au Cameroun, c'est dans le Grand Nord. Beaucoup d'enfants de ce Grand Nord sont à Yaoundé, ils ont des postes de responsabilité, ils sont élus du Grand Nord, ils sont à Yaoundé, ils ont des postes de ministres, de sénateurs et tout ce que vous voulez, d'ambassadeurs et tout ce truc-là. Les mêmes là maintenant, quand ils sont là, ils votent, poussent ces populations pauvres à voter le RDPC qui accélère encore leur misère dans le Grand Nord. Vous ne vous plaignez pas. Bon, maintenant, puisque tu sais que je suis pro-Kamto, pour faire du mal à Kamto, une façon de dire que vous qui voulez mépriser le poids politique de Issa Tiroma Bakari, vous serez surpris bientôt. Bon, depuis qu'il a donc un grand poids politique au Grand Nord, il a fait quoi pour les nordistes? Issa Tiroma a fait quoi pour les nordistes? Vous avez oublié. Mais quand il faut être contre Kamto, il faut être contre le MRC. Là, vous devenez efficace, vous devenez lucide en fait. Là, vous commencez à voir, je te pose la question, Amidou Abdoulaye, puisque tu es présent, réponds-moi en commentaire. Je suis à côté de la plaque, je sais. Issa Tiroma Bakari a un grand poids dans le Nord. Il a combien d'élus dans le Nord? Il y a combien de personnes dans le Nord? Et même d'ailleurs, ça m'inspire même. Vivier, il parle du Grand Nord comme vivier électoral. Ce qui est un faux débat, comme la population, les nordistes se positionnent aujourd'hui comme les faiseurs de président, ce qui est complètement faux. Je ne suis pas en train de tirer sur eux. Tu dis au lieu de... J'ai fait un live ce matin, et pendant que je faisais le live ce matin, j'étais en train justement de citer Bello Bouba Maïgari. J'ai cité ce matin Bello Bouba Maïgari, qui avait invité déjà Kamto à son congrès, et qui a encore invité Maurice Kamto à son prochain congrès, le 28. Bello Bouba Maïgari. J'ai cité Issa Tiroma Bakari avec son parti. J'ai cité également l'UDC de Ndamjoya, dans le Noun. J'ai cité les autres partis politiques en disant ceci. Le MRC ne peut pas aller facilement gagner dans ces zones-là.
puisque ce sont des partis politiques régionalistes. Et ces gens-là, maintenant, vont se concentrer, n'est-ce pas? Ils vont avoir leurs militants, ça c'est sûr. Ils ont déjà une base électorale qui est bien établie dans le Grand Nord, qui est établie dans le Noun, qui est établie un peu partout. Le MRC ne peut pas prétendre aller gagner sur l'ensemble du territoire. Pourquoi? Parce que même le RDPC, avec les moyens de l'État, ne peut pas se permettre d'aller gagner les élections partout. Non, le RDPC a des alliés, a au moins 20 partis politiques, une quinzaine de partis politiques qui sont des partis politiques alliés du RDPC. L'UNDP est allié. Bello Bouba Maïgari est ministre depuis plus de 20 ans. Celui qu'on appelle... comment on appelle celui-ci? Comment on appelle celui-ci? Il y a un autre là. Je citais ces partis politiques. Donc si tu m'avais écouté ce matin, tu aurais compris que je ne suis pas en train de tirer sur eux. Ils peuvent même faire alliance avec le MRC. Mais ce que j'ai juste envie de rappeler ici, c'est pour revenir sur un certain nombre de faits. Parce que quand je vois le comportement de certains, ils se comportent comme si le Grand Nord, c'est le grand vivier électoral de notre pays. On se base sur les chiffres. Je rappelle ici que c'est complètement faux. Et je parle ici pour mon nom, moi en tant que Sikadi Bertrand. Je ne parle pas au nom du MRC. Je ne suis pas militant, je ne suis pas cadre du MRC pour qu'on dise que ma parole a un poids parce que c'est moi qui le dis. Je suis un activiste de la base et porte-parole de la base. Donc je ne parle pas ici au nom du MRC. Qu'il y ait alliance ou qu'il n'y ait pas alliance, il faut qu'on se comprenne. Donc, je citais les partis politiques qui ont un poids au Cameroun ce matin, si tu as suivi mon live, Amidou Abdoulaye. Et justement, j'ai cité les partis politiques qui n'ont aucun poids, comme le PERS de Matomba. C'est des conneries, ça, ils ne représentent rien au Cameroun. J'ai cité Cabral Libi, qui peut encore peut-être essayer. Mais Cabral Libi ne fera jamais alliance avec Maurice Kamto, avec le MRC ou bien l'APC. Je compte beaucoup plus sur les alliés du Grand Nord qui ont tous intérêt et qui même d'ailleurs historiquement n'ont jamais été contre les Bamileke. Je compte, je dis bien, le Grassfield en général. Il y a même plus de liens historiques entre nous, les populations Grassfield, avec le Grand Nord, que des liens historiques, et même génétiques et tout ce que vous voulez, avec les autres populations des peuples, ceux qu'on appelle aujourd'hui les peuples du Sud. Vous comprenez ça? Pour celui qui connaît comment cette trajectoire et ces différentes péripéties de l'histoire a compris ce qui se passe en réalité. Vous comprenez? Donc, j'ai cité le PERS en disant que le PERS, ça ne représente rien du tout. Les histoires de Sipipi, de Kawala, ça ne nous sert presque pas à grand chose. C'est des gens qui ont été absents pendant tout ce temps. Je citais des gens, des partis... Quand tu vois les PADEC, quelqu'un comme Jean de Diable Momo, qu'est-ce qu'il représente lui? Rien du tout. Si on prend les N'Djamène et tout ça, donc, et on prend aussi le parti Univers. Voilà, je voulais parler de Univers. Univers n'a aucune base. Univers ne représente rien du tout. Par contre, il y a des partis politiques. J'ai même pris l'exemple. J'ai pris cette image-là qui est l'image du football en disant que il y a des quartiers où quand on joue au football, on te dit qu'ici, Samuel Eto'o va attendre. Samuel Eto'o vient là-bas, il va chauffer le banc. J'ai pris l'exemple de Richard Bona ce matin en disant, Richard Bona arrive dans certains villages, on va lui dire non, Richard Bona, on ne le connaît même pas d'abord. Ça c'est d'un. De deux, même s'il est là, il va attendre. Parce que il y a d'abord le chanteur du village qui est là, qui est notre star. C'est le Michael Jackson du village. J'ai pris cette image-là pour faire comprendre mes frères et sœurs qui me font l'honneur de m'écouter. Pour dire qu'il y a des véritables partis politiques qui ont un poids. Et si l'UNDP a récemment invité Maurice Kamto, ça veut dire qu'il y a quelque chose peut-être qui se prépare. Si l'UDC de Tomaino Ndamjoya récemment, Kamto était avec eux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. On est en politique. On peut être en désaccord le matin, le soir, on est d'accord, selon le sens vraiment de ce que nous voulons, selon le sens de nos intérêts.
Et c'est ceux-là maintenant, je disais le matin, qui vont faire des deals politiques avec le MRC. Ok, nous on t'accompagne, on va battre le RDPC à plate couture. Dans ma zone, tu auras, n'est-ce pas? Là maintenant, ces gens-ci, ils auront... on va faire le deal avec eux. On va faire le deal avec eux. Et puis, moi, quand je parle du Grand Nord, c'est ayant un minimum quand même de connaissances sur le Grand Nord. Et même quand je vois les intellectuels bamileke, quand ils parlent du Grand Nord, les intellectuels bamileke, à un certain moment, même dans leur recherche et de ce qu'ils essayent de présenter toujours, ils ont tendance à vouloir rapprocher le peuple bamileke des peuples qui historiquement n'ont rien à voir avec nous. Le bamileke a plus à voir avec le Grand Nord qu'avec les autres parties du Sud, historiquement. Quelqu'un qui est... Excusez-moi. Oui, j'écoute. Allô? Donc, il faut que, pour quelqu'un qui essaye de comprendre, on essaye de partager, s'il vous plaît. On envoie le maximum de likes et de cœurs, on partage. Non. Les gens qui sont à côté, au Poutou, le Poutou du lac Mbakao, dans le nord, là, en Gaoundéré, là. Nos ancêtres qui sont bamileke, nos ancêtres sont venus de là-bas. Lors de leur progression historique vers les parties, les zones montagneuses de l'Ouest Cameroun aujourd'hui, le berceau, si on s'arrête au cadre du Cameroun, le berceau civilisationnel des Bamileke, c'est là-bas, c'est dans le nord, ce n'est pas à l'ouest. Nos ancêtres vivaient d'abord là-bas, ils étaient installés, ils y ont vécu. Ça, c'est dans un premier temps. Il y a des langues là dans le nord, quand ils parlent moi, Bamileke, je comprends. Les gens qui sont dans la zone autour du lac Mbaka, où nos ancêtres vivaient là-bas, il y a des liens historiques, des liens de sang avec le Grand Nord. C'est de cette zone-là, progressivement, quand ils ont fui les différentes conquêtes islamiques, qui se sont retrouvés dans les montagnes de l'Ouest Cameroun. Vous voyez en pays bamileke les nanas, vous avez les nanas dans le nord. Vous voyez les foka. Foka, c'est un nom pur souche Bafoussam. Vous allez au nord, Cameroun, vous trouvez les noms foka. Il y a beaucoup de noms bamileke que vous retrouvez dans le Grand Nord. Ceux qui sont dans la partie, notamment dans la partie de l'Adamawa. Nos ancêtres vivaient là-bas avant de progressivement venir s'installer. Ça, c'est dans, suivant les traces, n'est-ce pas, de cette immigration-là qui s'est faite jusqu'à dans les montagnes, dans les hautes montagnes des Grasses-Îles en général. Contrairement aux autres peuples que nous avons rencontrés plus tard, avec qui on n'avait pas véritablement de lien. Quand tu lis l'histoire du peuple camerounais, même jusqu'à sur le ndop que les Bamileke portent, les Bamileke ont ce qu'on appelle les dessins initiatiques qu'ils représentent dessus, qui sont en quelque sorte des images, une façon imagée, n'est-ce pas, une façon de mettre en évidence, n'est-ce pas, leur civilisation à travers des images. Vous voyez? Ces dessins que vous voyez, ça représente un certain nombre de choses dans la cosmogonie bamileke en général, Grasses-Îles en général et bamileke en particulier. Mais le coton qu'on utilisait pour fabriquer ces ndop-là venait du nord. Il y a eu des liens historiques, des liens depuis très longtemps entre le peuple bamileke et le peuple du nord. Les va-et-vient se faisaient. C'est parce que l'État n'a pas travaillé à réunir ces peuples-là que on a l'impression qu'un bamileke n'a rien à voir avec le nord. Récemment, voilà le nom du ministre de la Jeunesse, Mounouna Foutou, quand il a été attaqué, il y a un tribaliste là, celui qu'on appelle c'est Mamouda quoi là. Il y a
Un gars, un nordiste peul comme ça, avec des cheveux enroulés comme ça, là, qui travaillait avec Amougou Belinga, qu'on avait arrêté, on a mis en prison, là. Il a un nom là où c'est Youbas, voilà, Youbas Mahmouda. Quand Youbas Mahmouda insultait les combattants de la base, qu'est-ce qu'il disait? Voilà les Bamileke de la base qui sont allés attaquer leur propre frère du village. Ils l'ont enfariné en croyant que c'était un Bamileke, en croyant que c'était... ils ont confondu, ils ont enfariné quelqu'un. Ils sont allés enfariner leur propre frère du village. Bref, au départ, il ne sait même pas déjà, il ne se rend pas compte que Mounou, quand il entend Foutsou, lui, quand il parle de Foutsou, il est convaincu que c'est un Bamileke. Or, Moumouna Foutsou, là, c'est un nordiste. Donc, lui, dans sa tête, ne conçoit pas, ne comprend pas que dans le même nord, là, il y a les mêmes noms que vous voyez là-bas, qui se retrouvent chez nous. Il dit bien, les gens qui sont dans cette zone-là, quand ils parlent, moi, je comprends. Il y avait d'ailleurs une amie qui était de là. Quand elle parlait de moi, dans sa langue, quand elle parlait, je comprenais ce qu'elle disait. Vous voyez? Donc, je suis en train d'expliquer ça pour que les gens comprennent. Il y a des liens très, très forts, mais à cause du manque de voies de communication, parce que, par exemple, pour quelqu'un qui est en Bouddha, si tu quittes Bouddha pour aller en Gaoundéré, on va d'abord t'envoyer à Yaoundé. Si tu vas jusqu'à Yaoundé, avant de reprendre le train qui va t'amener en Gaoundéré. Or, si tu pars de Bouddha, tu montes juste comme ça, tu tombes en Gaoundéré. Les Bamoun que vous voyez, s'ils montent de partir de chez eux là-bas, en passant vers, il y a une zone là, je ne sais plus comment ils appellent, ils montent par là, ils arrivent plus facilement en Gaoundé. Mais l'État n'a pas fait l'effort de créer des routes, des voies de communication pour faciliter ce métissage avec les populations. L'État n'a pas fait ce travail. Donc, les alliances politiques peuvent se faire à tout moment. Les alliances politiques, on peut ne pas être d'accord le matin, le soir, on est d'accord par rapport à un certain nombre d'intérêts. En politique, ça change. Donc, quand j'ai fait le live le matin, je mettais bien en évidence ces partis politiques qui ont un véritable poids. Mais maintenant, je reviens sur ce que je voulais faire comme communication aujourd'hui, c'est quoi? C'est pour revenir sur les personnes même qui portent ces mouvements. Quand vous voyez aujourd'hui au Cameroun, quelqu'un comme Issa Tiroma Bakari, qui a fait une déclaration, mais qui est très grave. On est, je crois, en 2019, quelque chose comme ça, au plus fort de la crise de Boko Haram. Une maman avec un bébé sur le dos est abattue comme un lapin par l'armée camerounaise, sous prétexte qu'elle est quoi, Boko Haram. Ministre de la communication à l'époque, Issa Tiroma Bakari, fait une communication pour expliquer aux Camerounais que on accuse le gouvernement pour rien. Cette image-là est un montage. Et c'est ça s'est passé au Mali. Ça ne s'est pas passé au Cameroun. Issa Tiroma Bakari a dit de façon très claire que ça s'est passé au Mali, pas au Grand Nord Cameroun. On s'est rendu compte plus tard. Bonsoir Kwali Mbeka, que ça s'était passé effectivement dans le Nord Cameroun. Issa Tiroma a menti. Est-ce que Issa Tiroma s'est excusé auprès du peuple camerounais? Non, on n'a pas oublié ça. Les propres populations du Nord devraient être les premières personnes à punir Issa Tiroma Bakari qui fait aujourd'hui semblant de se soucier des souffrances du peuple du Grand Nord. Il est avec ce régime-là depuis plus de 20 ans. Bello Bouba Maïgari, n'en parlons plus, est là depuis pratiquement 40 ans avec Paul Biya. Il fait partie de ceux-là qui, à l'époque, avaient participé au renversement de Paul Biya. C'est un ancien gars qui a participé au coup d'État contre Paul Biya. Même Nyat Difendi, le courant que vous voyez aujourd'hui, président du Sénat au Cameroun, Nyat Difendi lui-même a fait la prison à Tcholiré. Il faisait partie des gens à l'époque qui étaient contre le système en place. Ils sont plutôt devenus par la suite, il était contre Biya, ils sont devenus les grands défenseurs de Paul Biya. Devant Dieu et les hommes. Nous n'oublions pas cette partie de l'histoire de notre pays. Les gens aujourd'hui, quand ils commencent à parler d'Issa Tiroma Bakari, ils oublient que c'est ce même gars-là qui, pendant 20 ans, a soutenu le régime. Aujourd'hui, fait semblant. Donc, c'est aujourd'hui qu'il se rend compte que le Grand Nord, ça ne va pas. C'est aujourd'hui qu'il se rend compte que dans le Grand Nord, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité.
Mais ce qu'il est en train de faire, ça rend service à l'opposition camerounaise. Qu'il y ait des alliances ou qu'il n'y ait pas alliance, ce que j'avais envie de rappeler ici dans mon live, c'est quoi? J'ai précisé, j'ai mis en commentaire où sont les intellectuels camerounais. C'est pour ça que je parlais du profil de quelqu'un comme Issa Thiro Mabakari. Il peut avoir un poids politique, il peut ne pas avoir un poids politique. Ce n'est pas véritablement ce qui compte. Et c'est même d'ailleurs très grave que quelqu'un de cette moralité ait un poids politique au Cameroun. Ça montre à quel point nous-mêmes Camerounais, nous ne nous prenons pas au sérieux. Dans un pays d'Afrique de l'Ouest, Issa Thiro Mabakari aurait été démis de ses fonctions depuis très longtemps. Issa Thiro Mabakari ne serait même pas passé quelque part tenir un discours devant 20 personnes. La foule allait le huer, crier sur lui jusqu'à ce qu'il descende de l'estrade. Mais au Cameroun, Issa Thiro Mabakari peut être encore aujourd'hui un héros pour les uns et pour les autres, et même d'ailleurs, y compris de certaines femmes qui peut-être ne sont même pas au courant, ne se rendent pas compte que c'est ce même mec-là qui a dit que cette femme-là, cette image-là n'était pas au Cameroun, cette image c'était au Mali. Ce qui est très grave. Comme nous-mêmes en tant que Camerounais, nous sommes des fausses personnes, nous sommes enclins à faire du mal gratuitement, on est des personnes les plus détestables, même ici en diaspora, malgré que les Camerounais soient brillants, partout quand tu arrives, tu dis que tu es Camerounais, les gens ne te font pas confiance, les gens ne te regardent pas d'un bon oeil. C'est par rapport à ce que nous-mêmes nous avons fait un peu partout. On va vous dire, oui, le Camerounais c'est intelligent, oui, le Camerounais c'est des gens ceci, c'est des battants, c'est de ceci, mais ça s'arrête là. Au niveau maintenant des relations humaines, les gens détestent beaucoup les Camerounais. Beaucoup se foutent de nos gueules partout. Et oui, quand tu regardes comment les Camerounais se comportent, tu comprends très vite. Donc, le but pour moi ici, c'est pas de dire que... Je ne sais pas si je me fais comprendre en fait. Les intellectuels camerounais ont démissionné de leur rôle. Issa Thiro Mabakari, certainement, avec ce qu'il est en train de faire, du moment où il crée un désordre à l'intérieur du RDPC, nous, ça nous arrange, nous, de l'opposition. Demain, il peut nous rejoindre. Il y a des tractations peut-être qui sont en cours. Comme il peut être là pour jouer un jeu, demain encore, il se retourne contre le même MRC ou l'APC. Demain, il se retourne pour rendre service à son pôle. Bien, n'oubliez pas. On a commencé à mettre dehors ses affaires de 110 millions qu'il a volées. On a commencé à mettre son dossier dehors. Peut-être demain, il peut paniquer. Il revient sur ses pas d'ancien Sardina. Mais au-delà de ça, ce qui devrait nous inquiéter, c'est que mais on est là quand même dans un pays de 30 millions d'habitants, un pays qui se prend au sérieux, c'est quand même le pays de Mongo Betty, c'est le pays de Castor Sende Afana, c'est le pays de Tunjang Puemi, c'est le pays des grands hommes et des grandes femmes. Mais regardez, pendant 24 heures, 48 heures, on fait des commentaires sur qui. Vous allez partout dans les médias, on parle de Issa Thiro. Qu'est-ce que Issa Thiro Mabakari représente? Qui est-il en fait? L'homme Issa Thiro Mabakari. On laisse son poids politique, mais c'est quelque chose de très grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Camerounais qui étaient censés jouer leur véritable rôle en tant qu'intellectuels, en tant qu'éclaireurs de la société camerounaise, ils ont démissionné de leur rôle. Ils ont fui leurs responsabilités. Où sont les patriotes et intellectuels camerounais de la trempe de Maurice Kamto, de la trempe de Marafa Midouyaya, de la trempe de... Ils sont nombreux, mais ils ont fui, ils ont tous démissionné. Où sont-ils? Et maintenant, la nature ayant horreur du vide, nous sommes passés de ce pays-là, des grands hommes, pour avoir aujourd'hui, on avait quand même à l'époque des poids politiques, on avait quand même des gens qui avaient un certain poids sur le plan politique. Quand Aïdjo regardait en face de lui, Aïdjo paniquait. Il avait quand même les Wandje, il avait au sein de l'UPC les Oumiobe. Il avait quand même des gens en face qui avaient un véritable poids. Les Félix Roland Moumier, c'était des gens instruits, c'était des gens qui avaient le courage de s'engager en politique, c'est des gens qui drainaient des foules derrière eux. Le régime ne dormait pas quand le régime savait qu'il y avait un certain Guérandi Mbara quelque part et qui clairement disait qu'il fallait renverser le régime par tous les moyens, y compris par les armes, il ne se cachait pas pour le dire. Le régime tremblait à l'époque d'Aïdjo quand ils avaient en face des gens qui sont entrés au maquis pour se battre pour, n'est-ce pas, pour le chasser et prendre le contrôle du pays.
Aïdjo dormait le sommeil, il n'entrait pas, il fumait bâton après bâton, il fumait 2 paquets de cigarettes par jour. Il y avait des moments dans sa tête, ça n'allait pas. Il est même entré dans une période où il était devenu carrément un parano. Il avait peur à tout moment qu'on l'attaque. Ils avaient quand même à l'époque des gens d'un certain niveau. On passe au cas Paul Biya. Il y a eu quand même, pendant ces premières années, des véritables oppositions contre Paul Biya. Il y a eu des véritables oppositions dans les années 90 avec Nidon Fundi. Mais on est passé aujourd'hui, heureusement que Kamto arrive en 2018, mais on est quand même passé aujourd'hui à une opposition avec quand même pas mal de plaisantins. Et vous avez des intellectuels camerounais qui sont dans les plus grandes organisations internationales. Vous allez à l'ONU, ils sont là. Vous allez à la NASA, ils sont là. Vous allez partout en Allemagne, ils sont là présents. Vous allez partout aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, en Afrique du Sud. Vous allez en Chine même, vous allez partout. Vous allez voir des cerveaux camerounais qui se plaignent de l'état du pays, qui se plaignent de nos opposants politiques. Regardez aujourd'hui le CV de ceux qui portent la politique au Cameroun. Mais c'est très grave. C'est sur ça que je voulais attirer l'attention des gens en disant, mais nous avons beaucoup régressé. Nous avons beaucoup régressé. Heureusement que dans cet îlot, n'est-ce pas, d'illettrés, dans cet îlot d'imposteurs et d'entrepreneurs politiques et de tous ces commerçants-là et tous ces imposteurs, heureusement qu'il y a Maurice Kamto qui est arrivé en 2018. Ce serait beaucoup plus grave que cela. La nature a horreur du vide, que ceux qui se plaignent prennent leurs responsabilités. Quand vous avez aujourd'hui les gens de la trempe de Serge Espoir Matomba, Matomba n'est rien d'autre qu'un bandit, un féman qui n'a pas de parcours. Mais regardez au Cameroun, les qui deviennent députés. Serge Espoir Matomba, voilà les députés du Cameroun. Voilà le Serge Espoir Matomba qui vient devenir député. Quand tu consultes son parcours, l'école il n'a pas été, travailler il n'a jamais travaillé, c'est des voyous, des fémans qui font le Wanwanomba, qui font des trucs, qui font des voyages bizarres dans Jupiter, on ne sait pas où ils passent, ils reviennent avec beaucoup d'argent, en boîte de nuit avec les femmes, ça coule à gauche à droite, après ils redisparaissent. C'est des gens qui arrivent en politique comme ça, comme un cheveu dans une soupe, tu ne comprends pas trop leur parcours et tout, non. Du jour au lendemain, on te dit, Serge Espoir Matomba, il allait négocier à Yaoundé, il est revenu, blablabla. Demain, il devient député. Demain, il devient maire. Demain, il devient élu du peuple. Il se sert de son argent qu'il a obtenu, on ne sait pas par quel moyen. Il a ses financements occultes. Il investit ça en politique et il prend un poste. Vous, donc les intellectuels camerounais, vous, les véritables patriotes camerounais, vous qui vous plaignez, ah, je suis médecin, quand je viens au Cameroun, chez moi, personne ne me connaît, je suis grand ceci, docteur, professeur agrégé, blablabla. Si vous avez fui vos responsabilités, les autres vont occuper vos places. Arrêtez donc de vous plaindre. Si vous ne pouvez pas prendre vos responsabilités en entrant véritablement en politique pour occuper la place qui est la vôtre. Si vous ne le faites pas, les voyous vont sortir de toutes parts, ils vont le faire. On a quand même régressé en termes de casting sur le terrain politique, mais c'est très grave. Vous avez au Cameroun des gars comme les Cabral Libi. Cabral Libi n'a aucun parcours. Cabral Libi n'a jamais travaillé de toute sa vie. Or, la politique, ça devrait être plutôt une consécration à un certain moment. On se dit, bon, on a quand même acquis de l'expérience dans tel ou tel domaine. On arrive en politique quand même avec un background. On est chef d'entreprise, soit on est travailleur. Cabral Libi ne peut te montrer aucune fiche de paye. Cabral Libi ne peut te montrer rien du tout, un document qui prouve qu'il a créé une entreprise, qu'il a géré une entreprise, rien du tout. C'est quelqu'un qui était sur les bancs, et pendant qu'il était sur les bancs, c'est le genre qui était toujours proche de l'administration, dans les réunions à gauche à droite, il négociait ceci, c'est des gens qui voulaient toujours être proches de l'administration. Il gérait même l'argent de l'administration, de l'épicerie, à l'université, qu'il a ruiné. À gauche, à droite, il montait et descendait. C'est quelqu'un qui n'a pas de parcours. Cabral Libi, il est juriste où, il a travaillé où. Il n'y a pas de traçabilité. Mais Cabral Libi a joué son jeu. Il a pu tirer son épingle du jeu. Il faut accepter cela. Donc, vous qui vous plaignez, si vous ne prenez pas vos responsabilités, arrêtez de vous plaindre. Prenez vos responsabilités. Cabral a commencé à intervenir sur le plateau télé, un peu de radio, un peu à gauche, à droite.
Il est arrivé comme ça, il s'est battu et les Camerounais en 2018 se sont souvenus en se disant « Ah, depuis les années, le seul qu'on voit à la télé qui parle des problèmes du Cameroun, il est tous les jours à Canal 2, il est à Equinox, il est partout. Ce sont ces chaînes de télévision qui ont fabriqué Cabral Libi. Je parle en tant qu'un ancien cabraliste. On voit, bon, il est jeune, il s'exprime bien, il est intelligent, il est cultivé, c'est quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un qui pouvait faire beaucoup dans ce pays. Avec sa fougue, sa jeunesse. Mais il a choisi la voie de la facilité qui est l'argent tout de suite. Sur le terrain politique, Cabral Libi a tout perdu aujourd'hui. On a pris son PCRN, on a pris fabriqué quelque part comme ça, on a envoyé, on a dit, bon, va être député là-bas, Ezeka, dans ton village et tout. On s'est arrêté là. C'est fini pour Cabral Libi, fini. Plus personne ne lui fait confiance. Donc, en restant sur le sujet très concentré, voilà le CV des gens aujourd'hui qui font la pluie et le beau temps au Cameroun en ce qui concerne la politique. Quand vous regardez Edith Kawala Sipipi, quand vous regardez tous ces gens-là, et vous avez des Camerounais qui sont des grands professeurs, des Camerounais qui sont des grands ceci, qui passent leur temps à se plaindre. Ils se plaignent. Mais qu'est-ce qu'ils font concrètement sur le terrain? Personne ne prend leur responsabilité. Nous, on est déjà comme ça dans la politique. Hein. Donc, depuis 7 ans-là, ce que nous faisons tous les jours, les gens voient. Les gens nous observent. Nous, on se bat depuis 7 ans pour le changement du système. Donc, demain, là, si on veut aller prendre un poste pour être député ou maire ou élu ou quoi que ce soit, les gens ne vont pas oublier qu'on s'était battu. Or, nous, on n'a pas de grand parcours. On n'a pas de bac plus 25, on n'a pas. Mais on a eu le mérite de nous battre contre les injustices dans notre pays. Et tous les jours qui passaient, on s'est fait remarquer. Donc, demain, si on n'arrive plus comme des novices. Mais quelqu'un qui va sortir avec bac plus 25, avec une grosse expérience sur le plan politique et tout, mais c'est des gens qui sont vides finalement. Ils n'ont pas de parcours, ils n'ont pas de fait d'armes. Ils ne sont pas connus comme étant des gens ayant marqué les esprits par quoi que ce soit. C'est pour ça que vous voyez ces mêmes gens-là, en même temps ils sont jaloux de nous, en même temps ils nous attaquent. Vous voyez quand ils sont souvent assis dans leur bureau, ils sont dans leurs réunions et tout, ils disent que non, c'est eux la vraie diaspora. Mais vous êtes la vraie diaspora dans quoi quand on ne vous voit pas? Vous êtes la vraie diaspora, on ne vous voit pas quand on parle du Cameroun. Ils sont nombreux comme ça, ils sont ici à Paris. Ils se lèvent le matin, ils vont dans des grands bureaux, ils ont un chauffeur à leur disposition, ils ont même des gardiens, ils ont tout ce que vous pouvez comme protocole et tout. Mais maintenant, sur le terrain, qui les connaît? Qu'est-ce qu'ils font pour les Camerounais? Quand ils traversent les rues de Paris, ils voient leurs frères camerounais en train de souffrir dans les rues. Se sont-ils un jour arrêtés de donner un seul bonbon à un Camerounais en disant que ouais mon frère Assia, on est ensemble? Même à lui serrer la main, dit que courage, on est ensemble. Est-ce qu'ils ne voient pas les Camerounais qui souffrent? Les mêmes gens là, vous allez les voir quelque part, ils vont vous dire non, ce genre de Camerounais, je n'ai pas affaire à eux, c'est de la racaille. Moi je suis de la classe 1. Ceci, je suis de la classe moyenne, je fais quand même partie des Camerounais, blablabla, je fréquente des grands milieux, blablabla. Ça va s'arrêter là. Hein? Sauf que, dans la vraie vie, les Camerounais n'ont aucun souvenir de toi. On ne sait pas qui tu es. Donc tu peux être dans ton milieu, n'est-ce pas, UP, faire croire aux gens que non. Le lendemain, les Camerounais, comme Cabral Libi, je vous disais, les gens, Cabral Libi était plus populaire que Kamto en 2018. Hein, les gens oublient ça. Kamto, on se souvient seulement, on sait que c'était un homme droit qui a quitté le gouvernement. Maurice Kamto, c'est celui qui a fait retrocéder Bakassi au Cameroun. Ça s'arrêtait là. Maurice Kamto n'était pas si connu que ça. Cabral Libi nous entretenait tous les dimanches. On voyait un jeune qui disait qu'il est le Macron camerounais. On voyait quelqu'un, Cabral Libi, souvenez-vous, quand il est venu faire son meeting politique ici à Paris, il y avait un monde fou. Il allait aux États-Unis, il allait un peu partout. Il y avait du monde derrière lui pour venir le soutenir. Parce qu'on se souvient d'un Cabral qu'on a souvent vu parler, porter les causes du peuple. Au fil du temps, il a régressé, certes. Mais si on revient sur ces différents profils qui font la politique aujourd'hui au Cameroun, j'ai dit, mais c'est une honte pour nous quand même, d'avoir des gens comme des gens de Diablo Momo, ministres, dans notre pays. Il est du PADEC, parti qui est allié au régime en place. Issa Tiroma Bakari, c'est un parti régionaliste. J'insiste dessus pour que les gens comprennent. Il n'y a que dans son village que le parti de Issa Tiroma Bakari existe. Peut-être maintenant, comme il a démissionné, il peut faire une percée sur le plan national, peut-être.
Mais jusque-là, j'ai des doutes. Issa Chiroma Bakari n'est pas aimé, il est très détesté des Camerounais. C'est pour ça que je prends ces exemples-là pour que les gens comprennent. Maintenant, il y a qui d'autre que je voulais citer? Les Ndjamen qui arrivent avec Mapa. Vous avez les Ndoki qui représentaient quelque chose hier. C'est l'une des grandes figures féminines ces 6-7 dernières années au Cameroun sur le terrain politique. Michel Ndoki a beaucoup apporté. Après encore, c'était la chute libre. Justement parce qu'on est très mal entouré. Des gens qui disent que non, tu peux. Tu es la meilleure. Tu dépasses même Kamto. Tu dépasses même Kamto. À un moment, elle a commencé à dire, donc Kamto, c'est qui? Ok. On va donc voir si tu peux faire seul sans Kamto. Elle est donc allée créer son affaire de bâtisseur. Elle est seule dedans. Même les membres de sa famille n'ont pas adhéré à son truc de bâtisseur. Il y a l'autre qui s'appelle Demanfou. De temps en temps, il dit qu'il est bâtisseur, mais 99% de ses postes concernent le MRC. Tu dis que tu es du mouvement des bâtisseurs de Ndoki. Allez faire votre congrès, vos choses de l'autre côté. Vous ne nous intéressez pas. Est-ce que le ministre démissionnaire, Chiroma, devrait faire à ton avis? S'il peut apporter un plus à l'opposition, qu'il rejoigne l'APC, où il y a déjà le MRC, le FCC, un certain nombre de partis politiques, qui rejoignent la coalition de l'opposition qui est en place. C'est tout. Il dit que c'est à lui, hein. C'est à lui avec le MRC. C'est à eux de voir. Il a quand même des voix dans le Nord. Donc, s'il nous rejoint, Issa Chiroma Bakari, sortant du système, serait une véritable force pour l'opposition camerounaise. Et il pourra bouger le Grand Nord. Parce que ce qui compte finalement, ce n'est pas le nombre de militants encartés. Ce qui compte, c'est ceux-là qui vont se rallier à la cause d'un homme et qui iront voter pour cet homme. Donc si Issa Chiroma Bakari dit désormais je suis de l'opposition, mon parti politique, je suis allié de l'APC, je rejoins mes frères Kamto et les autres, Jean-Michel Ninche, et on essaie de mener la bataille ensemble pour le changement au Cameroun. Si tous cela vont battre campagne dans le Nord, ils vont faire sortir des milliers de nordistes. Et ce sont ces milliers de nordistes-là qui vont aller voter. Pas prendre la carte de membre, parce que ce n'est pas ce qui compte. 80% de ceux qui votent à une élection présidentielle n'ont pas de carte, ne sont pas militants encartés dans des partis politiques. Il ne faut pas faire croire aux gens que c'est parce qu'on a un nombre déjà de militants que ça a un réel poids. Beaucoup de gens vont voter le MRC, beaucoup de gens vont voter Maurice Kamto, comme ils l'ont voté en 2018, mais ils n'étaient pas militants du MRC. Comme il y a des gens qui votent BIA, mais qui n'ont pas la carte du RDPC. C'est aussi simple que cela. Donc Issa Chiroma Bakari, pour nous, politiquement, si on peut le récupérer, c'est un bon élément. Tel que la politique se pratique au Cameroun ces dernières années. Justement, c'est ça, Amidou. Moi, je peux débattre avec tout le monde. Du moment où on n'est pas là pour insulter mon leader ou m'insulter ou être dans les débats de tribalisme où on attaque les gens sur leur tribu, je peux débattre avec n'importe quel Camerounais, ça ne me pose aucun problème. Il y a juste des limites pour moi à ne pas franchir. Mais ce que je voulais rappeler ici, c'est le profil de ces gens-là qui me dérange. Parce que quand vous regardez même ceux qui à un moment se sont présentés, il y a eu une période là, il y avait un monsieur du Mongo chez moi là, il est un monsieur beau, le professeur Mila Assouté. Le professeur Mila Assouté est arrivé en c'était en 2011. C'était 2018 ou quelque... Non, le professeur Mila Assouté, je crois que c'était en 2011. Et tout, il est arrivé avec un bandit aussi qu'on appelle il est Kamga, spécialiste des scrutins. C'est des gens qui apparaissent une fois tous les 7 ans. Dès que les élections finissent, bon, ils rentrent aux États-Unis pour faire ses business là-bas. À un moment, tu apprends encore, ah, il est revenu au Cameroun. Comme par hasard, il est Kamga est revenu en 2018. Or, le même gars, j'étais plus jeune à l'époque, en 2011. Hein. C'est à l'époque d'ailleurs que je m'apprêtais à quitter le Cameroun. Et je vois sur le plateau de télé un monsieur très éloquent qui parle. Il est venu avec son affaire de haut feu orange. Il passait partout dans les plateaux de télé. Il disait que nous voulons un seul candidat, Paul Biya. Ce candidat, c'est le candidat le plus facile à battre parce qu'il est vieux, il est fatigué, il n'a rien foutu, blablabla, blablabla.
Il est Kamga, quand il parlait, tu lui donnais le bon Dieu sans confession. On était convaincus que ce monsieur, avec son affaire d'offre orange, ils avaient un certain nombre de leaders politiques qui s'étaient ralliés à lui et tout. Tout d'un coup, bam, les élections sont finies. On n'a plus jamais entendu parler de l'offre orange. Il a disparu. J'étais l'autre jour sur sa page, je suis allé le laver là-bas. J'ai dit, pauvre cafard. En 2011, j'avais quel âge? J'avais à peine 23 ans, j'étais encore étudiant à l'université de Douala. Je suis parti de là, j'ai pris la route du Beaux-Arts juste quelques temps après. Mais quand tu voyais ce gars-là parler, tu te dis, mais attends, Paul Biya l'année, si c'est fini, Paul Biya va partir vrai. Nous voici en 2025 en train de combattre le même Biya. Et ce sont des gens comme ça qui ont maintenu ce système en place. Biya a cassé beaucoup de ces gens, beaucoup. Biya a humilié beaucoup de ces gens. Et regardez que sont devenus les Wungli Masaga. Regardez que sont devenus les Wungli Masaga qui étaient quand même des sommités, des gens qui à une certaine époque étaient dans la véritable opposition, des gens qui faisaient peur. Wungli Masaga. À la fin de sa vie, c'était quelque chose de triste. Wungli Masaga, il est finalement, après ça, tout le nombre d'années d'exil et tout le reste, il a négocié, il est rentré au Cameroun. Il a même tenté à plusieurs reprises d'être maire. Parce que lui, c'est un pygmée, c'est l'oncle de Annie Anzo et c'est son oncle. Wungli Masaga. Annie Anzo elle-même s'appelle Wungli. Il est rentré là-bas, il a même tenté d'être député et ceci, il était un peu en politique. Jusque-là, ça a échoué. Il est mort dans l'anonymat, la pauvreté totale. Il y a eu cette compromission après avec le RDPC. La preuve même à son deuil. Le RDPC les a broyés. Le RDPC a envoyé, c'était 2,5 millions pour le deuil. Et ils se sont battus au deuil. Il y a eu des bagarres, des mésententes au sein de la famille. L'argent même d'ailleurs a été détourné, 2,5 millions. Regardez comment on a profané Wungli Masaga. Quand vous avez des intellectuels de cette trempe-là, c'était un monsieur d'une très grande intelligence. Quand vous avez des gens qui, dans un certain niveau, qui n'ont pas fait l'effort de se mettre eux-mêmes d'abord à l'abri des besoins primaires. C'est comme ça qu'on débarque sur la scène politique, en venant faire son commerce sur le terrain politique, en venant se faire une santé financière sur le terrain politique. On devient corvéable à merci. On devient la proie des hommes politiques véreux. C'est comme ça qu'on devient, on se fait prendre au piège de ceux-là qui sont justement là, qui utilisent toutes les méthodes, y compris, n'est-ce pas, les lourds arsenaux de l'État pour s'imposer à vitam aeternam. C'est exactement ce qui se passe avec le RDPC. On a broyé tous ces gens, mais pourquoi ils n'ont pas pu broyer Maurice Kamto? Ils n'ont pas pu broyer Maurice Kamto parce que Maurice Kamto avait d'abord une vie. Il est avocat, il a un travail, il est enseignant, il est consul, il est consultant, il a ses business, il a ses revenus. Mais comme Kamto n'est pas un homme d'affaires en tant que tel, hein, lui il a son petit immeuble là, il a sa maison, il a ses enfants qui sont scolarisés, il a sa vie tranquille. Il n'en vit pas des milliardaires forcément. Lui-même il a son argent. Et surtout, il n'est pas englué dans les affaires des grands scandales du RDPC, comme on connaît à Yaoundé. Ce n'est pas quelqu'un qui est envieux, quelqu'un qui a besoin d'avoir la dernière voiture à la mode. Maurice Kamto a la même voiture qui roule depuis au moins 20 ans à Yaoundé. Tout le monde connaît sa vieille voiture qui roule. Mais ce n'est pas parce que Maurice Kamto ne peut pas avoir les dernières voitures qui coûtent 100 millions. C'est que c'est quelqu'un qui a une vision, il a une certaine façon de vivre. On a tenté de piéger Kamto fatigué, il n'est jamais tombé dans le piège. Maurice Kamto avait une vieille voiture quand il était doyen. Tout le monde connaissait sa vieille voiture, il roulait avec, c'est pas parce qu'il ne pouvait pas avoir plus. Maurice Kamto, c'est un fin communicant. Quand vous voyez Kamto fait exprès de porter les mêmes vestes que tout le monde connaît déjà. C'est toujours ça qu'il porte. Il est auprès du peuple camerounais, mais il sait ce qu'il est en train de faire. C'est pas parce qu'il ne peut pas acheter la dernière voiture ou la dernière veste à la mode. Non. C'est un message qu'on passe au peuple. C'est une façon de dire que je suis des vôtres. Je ne suis pas comme l'autre. Je suis avec vous. Parce que si tu deviens un fêtard, un homme politique qui commence à avoir des soirées en Champagne, un homme politique qui expose pas mal de choses cohérentes qui ne sont pas en rapport avec ce que le peuple vit et connaît, tu deviens quelqu'un qui s'est éloigné du peuple. Et le peuple ne peut pas te faire confiance. Maurice Kamto maîtrise tous ces détails-là. Il a fréquenté des très grands milieux.
Il est encore dans ces grands milieux. Donc Maurice Kamto, en matière de communication, il s'y connaît. Il sait exactement ce qu'il est en train de faire. En matière de développement personnel. Ce monsieur dégage quelque chose. Non, Chris Waddell, tu ne peux pas dire que Issa Chiroma Bakary, tu es sentencieux. Là, tu es très clair dans tes propos. Non, il ne faut pas. Issa Chiroma Bakary a démissionné pour continuer à servir Paul Biya autrement. Non, on peut être véritablement dans une rupture avec le système. Sauf que maintenant, comme je disais, c'est des gens qui lèchent de deux côtés. Hein? Tu mets ici, il lèche. Tu mets là-bas, il lèche. Chez nous, on appelle ça Penzor Fembre. C'est ça, finalement. Tu mets ici, il lèche. Tu mets là, il lèche. Donc, tu ne sais pas. Ce qui fait que, au moment où nous parlons, on n'est plus sur cette véritable rupture définitive avec le RDPC. Il y a de fortes chances que Issa Chiroma Bakary soit dans une véritable rupture avec le parti au pouvoir. Mais après, il ne faut pas être sûr à 100%, non. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer derrière. Beaucoup de choses. Donc, le but de mon live, c'était quoi? Rappeler qu'en termes de standing, on a beaucoup baissé. Parce que les intellectuels, les patriotes camerounais ont refusé de faire leur devoir. Alors, ne vous plaignez pas. Si vous laissez l'espace, les Matomba vont les occuper, les Nouran Foster vont les occuper, les Cabral vont les occuper, les Kounvondo vont les occuper, les plaisantins, comme vous appelez quoi, les Akeremouna vont les occuper, les qui d'autres? Les Edith Kawala vont les occuper. Robert Kona du PCRN, un papa perdu dans un village au nord qu'on ne connaît pas, bah, il a créé son parti. Cabral l'a récupéré. Aujourd'hui, c'est devenu un parti qui a eu des députés, des élus, je veux dire, sur le plan national. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ce papa a ce mérite. On peut ne pas être d'accord avec le professeur Franklin Nyamsi au Cameroun sur sa méthode qui consiste à fragiliser, à casser le MRC Kamto. Mais il a le mérite et le courage de s'être lancé en politique. Ce sont quand même eux, ce sont eux qui ont le savoir. Ce sont eux qui ont la connaissance. Ce sont eux qui enseignent d'ailleurs tout cela. Ce sont eux, les philosophes ou les enseignants de philosophie. Ce sont des gens qui ont quand même un certain niveau de connaissance. C'est une insulte qu'on est dans un ministère, quelqu'un comme Jean de Diablo Momo, et on a quelqu'un comme Nyamsi qui est en France. Ce n'est pas possible quand tu regardes. Les gens comme ça doivent prendre leurs responsabilités. Alors, si vous ne prenez pas vos responsabilités, vous restez des intellectuels tout simplement qui sont dans la parole, vous ne descendez pas sur le terrain politique, vous aurez des gens comme des Bandankani qui vont parler. Vous allez faire tout ce que vous faites. Les Bandankani vont parler. Les Bandankani vont occuper l'espace politique, médiatique et tout le reste. Ils vont finir par donner l'impression aux gens que non, ils représentent, ils valent quelque chose. Les Limbilobé vont prendre la parole, ils vont s'imposer. Hein? Si les Nyamsi se cachent, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Si les Abdelaziz Moundé se cachent, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Les Limbilobé vont perdurer, ils vont, je veux dire, ils vont percer, ils vont s'installer. Des gens qui ont un certain nombre de connaissances, des gens qui ont un certain nombre qui sont des érudits, des gens qui s'y connaissent, doivent apprendre à prendre des risques. Allez, laissez tout ça aller s'installer au Cameroun. Faire la politique sur place au Cameroun. Rassembler les gens. Bonsoir, Yveline Jonkou. Bonsoir. Christian Dia, bonsoir. Tafo Jordan, toujours au rendez-vous. Bonsoir Larose. Bonsoir Gabriel. Que les Nyamsi là, qu'ils prennent leurs responsabilités. J'ai mal de le voir assis à Rouen en train de parler du mouvement Lilipak et autres. Si les Nyamsi là ne prennent pas les devants, les qui vont prendre le devant? C'est parce que les Nyamsi comme ça là n'ont pas fait, ils ne sont pas à leur vraie place qu'on a au Cameroun, les Matomba. Il y a une dame qui s'appelle Nouran Foster. Une dame comme ça, elle vend les produits décapants. Elle vend les cheveux des cadavres indiens et brésiliens. Voilà son travail, Nouran Foster. Si tu lui demandes à l'Assemblée nationale, c'est quoi la loi, c'est quoi ceci, elle ne connaît pas.
Mais si vous ne jouez pas votre rôle, vous n'occupez pas votre poste, vous n'occupez pas la place qui vous revient, les autres vont le faire à votre place. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. On parle quand même du Cameroun, de Castor Sende Afana. On parle du Cameroun, de Tundian Poemi, des pionniers sur tout ce qui concerne l'économie, les finances et tout ça, des grands diplômés, des gens qui ont impacté des générations entières. C'est le Cameroun des grands moumiers, c'est le Cameroun de Oum, c'est le Cameroun de Wandje, c'est le Cameroun de... Je ne sais pas qui d'autre citer quand même. Le Cameroun, quand on parlait des grandes écoles, même encore jusqu'à aujourd'hui, il y a la Polytechnique de Paris, Polytechnique de Lyon, regardez. Les gens qui ont enseigné là-bas, les premiers qui sont arrivés ici dans les universités des Blancs, ils enseignaient les Blancs, comme on dit. Ils sont nombreux, des grands Camerounais quand même. On a été habitué à un certain niveau, à une certaine classe. Et ceux encore qui portent, qui ont encore cette étoffe-là aujourd'hui, c'est les gens comme les Kamto. Et justement, je veux là rentrer dans la dernière partie, ou du moins l'avant-dernière partie, pour parler ici de des gens comme Marafa Amidou Yaya, qui ont commis des erreurs, qui ont été arrêtés par le régime. Pourquoi? Parce que Marafa Amidou Yaya a été imprudent. C'est quelqu'un qui était très apprécié de ses collègues. Partout où il est passé en tant que professionnel, il a fait un travail formidable. C'est quelqu'un qui représentait une véritable menace pour Paul Biya. À un moment, ils ont commencé à se dire, attention, ce type-ci peut être dangereux pour nous. On a fabriqué quelque chose, on l'a arrêté, on l'a mis très vite en prison. Pourquoi? Parce que Marafa Amidou Yaya n'a pas été prudent. On peut même l'accuser. Quelque part, on peut même l'accuser en se disant, mais tu as en quelque sorte livré l'espoir de millions de Camerounais. Comme on peut reprocher aussi au président Maurice Kamto d'être arrivé un peu trop tard en politique. Pourquoi il est venu maintenant? Peut-être si Kamto avait même commencé les choses à l'âge de 50 ans, il serait président depuis très longtemps, il aurait changé le Cameroun. Nous, si on n'aurait même pas Boza. Mais il arrive aussi en politique un peu tard. Il pouvait s'y prendre un peu plus tôt. C'est pour ça que je dis, Maurice Kamto doit être prudent. Parce qu'on est à 3 mois des élections. Maurice Kamto, à lui, c'est l'espoir de 30 millions de Camerounais. C'est-à-dire, y compris même les gens du RDPC, leur espoir, c'est Maurice Kamto. Au sein même du RDPC, ils prient matin, midi et soir pour que Kamto arrive au pouvoir. Parce que c'est Kamto qui viendra les sauver. Ils sont nombreux qui sont des otages au sein du RDPC. Des otages. Il y a des gens en prison qui sont des gens du RDPC. Ils prient que, pardon Kamto, prends l'affaire là. Tu nous libères d'ici. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que tous ces gens sont là parce que ceux qui sont censés occuper cette place-là ont démissionné de leur rôle. D'où ma question. Où sont les véritables intellectuels et patriotes camerounais? Sortez de vos réserves, sortez de votre léthargie. Venez sur le tatami. La nature a horreur du vide. Si vous ne le faites pas, les autres le feront à votre place. Vous ne communiquez pas assez. Le MRC a commencé en 2012. Je pense que s'il y avait eu suffisamment de communication sur le RDP, sur le MRC et sur ses œuvres, s'il y avait eu suffisamment de communication jusqu'en 2018 aux élections présidentielles, je pense que la victoire du MRC aurait été encore une victoire beaucoup plus éclatante. Mais la vérité, c'est que c'est un parti qui a commencé à travailler sur le terrain, qui est allé dans des villages. Maurice Kamto s'est battu pendant tout ça. Mais les Camerounais n'étaient pas au courant beaucoup. Il fallait communiquer, il fallait aller être partout, il fallait être sur tous les terrains pour montrer que voilà un homme politique qui est en train de monter en puissance. Le MRC n'était même pas beaucoup sur les plateaux de télé. Comme aujourd'hui, tous les week-ends, c'est MRC Kamto, MRC Kamto. Non, à l'époque, ça n'existait pas. Le peuple se souvient de qui? On se souvient de Cabral, parce que celui qui a lancé le mouvement qui parlait de ça tout le temps, 11 millions de citoyens, c'est les projets que nous avons portés sur la toile. L'autre jour, j'ai sorti une de mes vidéos de 2017. Les gens étaient surpris que oui, je soutenais Cabral à l'époque.
Vous comprenez? Donc ceux qui sont censés faire leur travail doivent faire leur travail. On doit apprendre à s'investir, à se lancer. Bonne nuit, Amidou Abdoulaye. Bonsoir, Yolande Samira. On doit prendre le temps pour bien faire les choses. Et non seulement se plaindre de ceux qui ont osé. Non, prenez vos responsabilités. D'où ma question, encore une fois. Où sont les véritables intellectuels et patriotes camerounais? On ne devrait pas quand même être en 2025 en train de parler d'élections présidentielles au Cameroun. Vous entendez parler d'un Koumvondor, les choses comme ça. Les Matomba, les Cabral, c'est quoi ça? Le Grand Cameroun, vous avez mis ce pays à quel niveau? Les Tilkawala, vous entendez des noms jupitériens comme ça. Ils ont disparu depuis 7 ans, on n'a plus jamais entendu. 2025, comme par hasard, à quelques mois des élections, vous avez Akere Mouna qui vient à Paris, dit qu'il veut rencontrer les Camerounais de la diaspora. Mais tu étais où depuis 7 ans? Il était dans une salle là-bas avec 22 personnes. 22 personnes, 18 personnes même. Parce qu'il y a 4 personnes de la base qui se sont elles-mêmes invitées là-bas. 18 personnes. Ils veulent diriger le Cameroun. Il faut être sérieux. Et nous nous prenons très au sérieux. Il faut respecter le Cameroun. Le Cameroun est un grand pays. Très grand pays. En un seul mandat, Maurice Kamto va remettre le Cameroun sur le toit de l'Afrique. Nous en sommes convaincus. C'est pour ça que dans notre travail, nous restons très sérieux et concentrés. Donc, je parlais du cas Issa Tiroma, je parlais de tous ces hommes politiques-là qui sont... Et je terminais toujours en attirant l'attention, en disant que Maurice Kamto doit être très très prudent. Parce que c'est notre espoir. C'est l'espoir de tout un peu. Et quand je parle de prudence ici, j'ai également cité le cas Marafa Midou Yaya. Il y a quand même pas mal de gens dans ce système-là qui à un certain moment ont commis des erreurs. Maintenant, si on revient sur le plan panafricain, il y a des gens dans l'histoire qui arrivent et qui sont missionnés par les ancêtres pour jouer un certain rôle. Et c'est à ces gens-là maintenant de comprendre qu'ils sont en mission. C'est à ces gens-là de comprendre l'espoir qu'ils représentent pour des millions de gens à travers leur pays et même à travers le continent. Maurice Kamto représente cette personne-là pour le Cameroun au moment où nous parlons. Le professeur Maurice Kamto, c'est l'espoir de 30 millions de Camerounais, je vous ai dit, y compris même les gens du RDPC. Et tous les actes qui sont posés ces derniers temps concourent à élever Maurice Kamto et à le porter à la candidature suprême. Toutes les dynamiques de l'univers sont en train de concourir en ce moment à son élection au poste de président de la République. Toutes les dynamiques de l'univers. Tous les signaux sont bons au moment où nous parlons. Les planètes sont en train de s'aligner pour le président Kamto. Et c'est à lui maintenant de faire attention. Parce que s'il est imprudent, quelque chose lui arrive, et n'oubliez pas que la France n'est pas d'accord et ne veut pas du candidat Kamto. Ils sont prêts à tout. C'est à Maurice Kamto de faire attention. C'est à lui d'être prudent. Pourquoi? Vous avez vu le Burkina qui est en train de se relever aujourd'hui. Le Burkina a passé 40 ans dans le noir. 35 ans par là dans le noir. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils ont eu un président qui portait les espoirs du peuple. Bonsoir, Brian Sawa. Qui portait les espoirs du peuple. Ils ont eu un président au nom de Thomas Sankara qui portait les aspirations légitimes, les espoirs de tout le peuple burkinabé et qui avait été imprudent. Le Burkina jusqu'à aujourd'hui paye son imprudence. Et Kamto doit faire attention pour pas que le peuple camerounais demain soit en train de payer l'imprudence de Maurice Kamto. C'est important d'expliquer ça. C'est important de prendre des exemples parce que quand on s'apprête à aller jouer le rôle que Maurice Kamto
va jouer, on doit être plus prudent, notamment lors des campagnes, notamment lors de ses déplacements. On doit faire beaucoup attention. Parce que Kamto représente l'espoir de 30 millions de Camerounais. Je dis bien, y compris les gens du RDPC, ils veulent que Kamto prenne ce pouvoir pour les libérer. Parce qu'ils sont pris en otage à l'intérieur même du système. Et donc, pour finir avec le Burkina Faso, ils avaient à l'époque quelqu'un qui, en 4 ans, a bousculé tous les codes au Burkina, qui a remis l'agriculture à flot, les gens n'avaient plus les problèmes de faim, de soif. Il est arrivé, il a commencé à développer le pays en seulement 4 ans. Il a été imprudent, il a été assassiné. Thomas Sankara, le 15 octobre 1987, il est assassiné. Mais Thomas Sankara, s'il était prudent, il était resté à la tête encore du Burkina, peut-être seulement 15 ans ou 20 ans à la tête du Burkina. On n'en serait pas là, avec le Burkina en total délabrement qu'on est en train de voir aujourd'hui, un pays qui a stagné depuis cette période-là. On a l'impression que depuis 1987, à l'assassinat de Thomas Sankara, le pays est resté figé. Le pays n'a pas bougé. Ces 3 dernières années, le pays commence à se relever progressivement. Et imaginez si toutes ces années, si Thomas Sankara était au pouvoir, il aurait suffi à l'époque que Thomas Sankara assure sa sécurité. Il a été trop imprudent, il faut le dire. Il faut attirer l'attention des nouveaux leaders. Comme Ibrahim Traoré qui s'amuse à aller dans des mosquées partout, rigoler avec les gens. Attention, si un matin on atteint Ibrahim Traoré, tout ce qu'on est en train de bâtir au Burkina, là, ça va tomber. Si un matin on atteint Maurice Kamto, tout ce qu'on est en train de vouloir bâtir là, ça va s'arrêter. Même s'il y a quelqu'un d'autre, cette personne-là ne sera pas Kamto. Il faut faire très attention. On a dit à plusieurs reprises à Thomas Sankara, tu es en train de prendre des risques démesurés. Ce n'est pas normal qu'en tant que président, que tu te déplaces comme ça au milieu de la foule sans avoir ta protection. Et il prenait toujours ces risques-là. Même quand on lui a dit que tu as ton frère Blaise qui veut te trahir, il a dit, il n'y a pas de souci, c'est mon frère, j'ai grandi dans la même maison que lui, il a été élevé par mes parents, il a été chez nous, on se connaît, on a fait l'école ensemble. Non, c'est mon frère. Si c'est Blaise, il n'y a pas de souci. Imprudence. Les nouvelles étant venues depuis l'époque de Tripoli, où l'oncle même de Thomas Sankara, Sankara Mousbila, était ambassadeur là-bas à Tripoli. Il y avait quelques informations qui avaient filtré de quelques émissaires et diplomates libyens qui avaient dit à son oncle justement, appelez votre jeune frère Sankara et dites-lui de faire très attention. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare contre lui. La France-Afrique, avec François Mitterrand, qui n'a pas supporté cet affront lors d'une conférence, où Thomas Sankara disait clairement, sachez que si demain, sur les affaires des dettes et tout, je ne serai plus ici à la prochaine conférence. Il avait sorti un truc comme ça lors d'une conférence. Thomas Sankara, il était jeune, enthousiaste, imprudent, insouciant et tout ça. Voilà ce qui est arrivé au Burkina Faso. Et même quand on arrive au palais de l'entente pour l'abattre, il dit à tous ses collaborateurs, reculez, vous prenez vos distances, je sais que c'est moi qui viens chercher. Et il est en train de sortir, il n'est pas armé. Il y a 2-3 personnes autour de lui, il a une petite arme juste là, de pointe, comme ça, c'est pas possible. Ce genre d'imprudence quand on atteint ce niveau. Et on sait qu'on représente l'espoir de tout un pays. Thomas Sankara est abattu. La France-Afrique jubile. Le Burkina Faso s'est arrêté depuis ce temps-là. On a un espoir qui est revenu en 2022 qui s'appelle Ibrahim Traoré. Et il ne peut pas se permettre ce que j'ai vu récemment. Où il va à la mosquée, il va rigoler avec des gens, sachant que la France-Afrique veut sa tête. Sachant qu'il y a un certain nombre de pouvoirs. Sachant que même les pays voisins, certains pays voisins même veulent sa tête. Il ne peut pas s'amuser comme j'ai vu récemment. Et regardez en seulement 3 ans qu'il est au pouvoir. 3 ans seulement. Ibrahim Traoré. Regardez le niveau que le Burkina a atteint. Regardez le changement dans le pays.
Regardez comment progressivement les choses, vous voyez, regardez comment le pays est en train de grandir. Si on laisse ce jeune homme là-bas, 10 ans, l'autre avait fait la même chose au Mali, Assimi Goïta. Il est allé dans une mosquée, il y a quelqu'un qui a surgi là avec un couteau pour le poignarder. Heureusement, à la dernière minute, on l'a arrêté. J'utilisais vraiment des mots, j'espère que Facebook, voilà. Assimi Goïta représente l'espoir du Mali. Des millions de gens à travers l'Afrique. Assimi Goïta doit faire attention à sa sécurité. Être président du Mali, mettre dehors un bandit qui était un France-Africain, chasser l'ambassadeur, mettre hors d'état de nuit toutes ces bases militaires, l'ONU qui contribuait, n'est-ce pas, à la déstabilisation de la sous-région, et tout cet ensemble de choses. Mais attention, ce n'est pas une petite décision. Ce n'est pas une petite décision. Assimi Goïta doit faire attention. Ibrahim Abderrahmane Tiani, du côté du Niger, doit également faire attention. Venir mettre les ONG occidentales, toutes ces sociétés-là qui exploitaient, n'est-ce pas, ces richesses-là, les mettre dehors comme ça, sachant que ces sociétés ont suffisamment d'argent. Ce sont des multinationales qui ont beaucoup de milliards, qui peuvent instrumentaliser des groupes terroristes pour déstabiliser le pays et reprendre le contrôle de l'exploitation. Quand vous voyez un groupe comme Nestlé, vous imaginez le groupe Nestlé, combien de... L'argent de Nestlé, ça dépasse le budget de dizaines, de quinzaines, vingtaines de pays africains réunis. Le budget, c'est l'argent seulement de Nestlé. Quand vous voyez les grands groupes internationaux comme ça, attention, ils sont capables de beaucoup de choses. Abderrahmane Tiani doit faire attention. Le progrès s'est arrêté au Togo depuis le Kilam de Sylvanus Olympio en 1963. C'est d'ailleurs le tout premier Kilam de la France-Afrique. Sylvanus Olympio à l'époque, c'est un brillant intellectuel. Sylvanus Olympio a fait des études à l'étranger. Il est revenu, s'est imposé. Il s'est battu pour la souveraineté du Togo. À peine sorti de l'indépendance, le Togo s'est battu. Gamgalo Kamit, tu as disparu là, on ne te voit plus. Il s'est battu. Et pendant tout ce temps, la France-Afrique voulait le renverser. Il faut rappeler que quand même, on est au début des années 60. L'Afrique n'est pas suffisamment informée, l'Afrique n'est pas développée. Il commet des erreurs graves à l'époque. Il n'a autour de lui que quelques militaires. Mais tu n'as que quelques militaires autour de toi dans un palais qui n'est pas sécurisé. Et tu t'en vas t'engager dans un grand projet qui est la création de la monnaie du Togo. Tu sors du franc CFA pour créer une monnaie locale, une monnaie togolaise. Et tu n'as pas pris le temps de structurer ton armée. Tu n'as pas pris le temps de faire le nécessaire. Et un matin, il y a coup d'État. Le palais présidentiel est collé à l'ambassade des États-Unis au Togo, à Lomé. Tu sors de ton palais, tu fuis pour entrer dans le palais des Américains. L'ambassadeur Léon Pouladé à l'époque, on l'appelle, on lui demande, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai un colis ici, chez moi. On fait quoi de lui, là? Un président, bon, abattez-le, on le sort de là, on l'abat complètement. La France a appelé pour dire, bon, faites le job, la France-Afrique, et puis on a fini avec. C'est quelqu'un qui avait de très grands projets pour le Togo. Imaginez si un seul instant, s'il était resté 20 ans au pouvoir, il aurait développé le Togo. Depuis son Kilam, le Togo est resté figé complètement. Il y a un bandit qui est arrivé qui s'appelle Yadema, qui a détruit le pays, qui est parti laissant son fils, qui continue de détruire aujourd'hui le Togo. Donc le Togo aujourd'hui est en train de payer l'imprudence de Sylvanus Olympio. Et nous ne voulons pas entendre ce genre de choses au Cameroun. Maurice Kamto doit faire très attention. Très attention, parce qu'il menace de très grands intérêts. L'intérêt du RDPC au Cameroun, l'intérêt de la France, qui est en train de mettre tout en œuvre pour empêcher Kamto d'arriver au pouvoir.
C'est une lutte, hein. Attention, ce n'est pas une blague, ça. C'est une véritable lutte. Donc, vous imaginez, il y a eu plusieurs cas comme ça. Je peux citer d'autres cas sur le continent africain. Le pays s'est arrêté du jour au lendemain. Donc, les présidents de l'AES et autres, ils doivent être prudents. Maurice Kamto doit être très prudent. Et je vais sortir en parlant du Grand Nord. Il y a des populations sur l'ensemble du territoire camerounais. Là où il y a le plus de Camerounais au Cameroun, c'est dans le littoral. Je dis bien, là où il y a le plus de Camerounais. Il n'y a pas deux zones la plus peuplée au Cameroun. C'est dans le littoral. Là où les gens s'inscrivent le plus sur les listes électorales, c'est le littoral. Là où les gens sont les plus nombreux, c'est le littoral. Ce n'est pas le Grand Nord. Si on prend les trois grandes régions même du Nord, ça n'atteint pas ce qu'on voit à Douala. Il faut arrêter d'embrouiller les gens au point où aujourd'hui, on voit des gens du Grand Nord se positionner comme les faiseurs de rois. C'est-à-dire que vous avez certains journaux jupitériens qui, quand ils parlent du Grand Nord, parlent de ce grand vivier électoral qui décide du sort du Cameroun. Il faut qu'on arrête tout ça. Il y a combien de personnes à Maroua? Il y a combien de personnes à Garoua? Il y en a combien en Gaoundéry? À quel moment on commence à parler de ceux-là qui décident du sort du Cameroun sur le terrain? C'est une vaste blague, cette histoire. Il faut juste savoir que la partie la plus poreuse du Cameroun, les frontières les plus poreuses du Cameroun, c'est dans le Grand Nord. Moi, quand je sortais du Cameroun en 2011, je suis passé par le Grand Nord. Tu peux sortir, tu entres, tu te balades même pendant des semaines. Tu ne verras aucun militaire, personne. Personne. Et je parle ici de 2011. C'est au plus fort de la crise de Boko Haram. Au plus fort de la crise. Mais tu pouvais traverser, tu vas côté nigérian, tu reviens côté camerounais, les gens font leur trafic à longueur de journée et il n'y a personne. C'est la partie du Cameroun où on peut tout se permettre parce qu'il n'y a pas de véritable contrôle. Les populations, la plupart du temps, ne vont pas à l'école. Vous avez des frontières avec le Tchad et d'autres pays qui ne sont pas complètes, Nigeria et tout ça, qui ne sont pas contrôlés. Le RDPC peut financer des gens. Et les lamidas là-bas, n'est-ce pas, les différents lamidos vont imposer un rythme aux populations. Les gens vont venir des pays voisins. On va fabriquer des cartes d'identité camerounaises. On va leur remettre, on va dire allez voter le RDPC. Les plus grands voleurs, les plus grands bourreux d'urnes sont dans cette partie du Cameroun. C'est pour ça que le RDPC compte sur cette partie-là pour gagner les élections. Parce que le RDPC considère cette partie comme du bétail électoral. Or, le RDPC ne peut pas se permettre la même chose à Douala qui historiquement, ou dans le littoral qui historiquement est de l'opposition. Ne peut pas se permettre la même chose à Yaoundé, où on a quand même le Mfundi, où Biya a perdu en 2018, dans le Mfundi qui est sur place à Yaoundé. À l'ouest, n'en parlons plus. N'en parlons plus dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, un peu partout où le RDPC n'est pas si populaire que ça. Ils achètent les gens carrément. Dans le Grand Nord, ils sont passés par le système des élites, comme ils l'ont fait d'ailleurs dans tout le pays, mais c'est beaucoup plus accentué du côté du Grand Nord, où ils savent qu'il y a l'emprise, n'est-ce pas, des élites sur les populations. Il y a l'emprise des leaders religieux sur les populations. Et donc le RDPC en profite. On finance à coups de milliards, à la veille des élections, des gens qui vont convaincre les villageois, des gens qui vont fabriquer des fausses cartes. Je vous ai fait passer un audio ici la dernière fois. Ils fabriquent des fausses cartes, ils montent des faux documents et tout ça. Vous avez vu une vidéo ici la dernière fois où les gens vont à l'intérieur, ils entrent à l'intérieur du domicile du monsieur qui travaille, je ne sais plus, société de savon au nord là et tout. C'est à l'intérieur là-bas qu'ils vont voter. Ils vont s'inscrire sur la liste électorale. Ils finissent, on leur donne 2 000 francs, chacun rentre chez lui. Et les mêmes là sont basculés comme votants du RDPC. C'est comme ça qu'ils font dans le Grand Nord. Donc, quand ils veulent faire croire aux gens que c'est la partie la plus peuplée du Cameroun, c'est une façon de minorer, c'est une façon exprès, n'est-ce pas, de minorer les chiffres des populations bamileke dans le Cameroun.
C'est une façon de faire croire que ceux qui sont plus nombreux au Cameroun, c'est les nordistes, ce qui est complètement faux. Ce qui est complètement faux. Tout est fait pour montrer aux gens qu'en fait, voilà, les autres n'ont pas de poids politique. Ceux qui ont le poids politique et qui peuvent décider du sort des présidentielles au Cameroun, c'est le Grand Nord, raison pour laquelle il faut aller négocier avec le Grand Nord, ce qui est complètement faux. Il y a combien de personnes à Maroua, Garoua, Ngaoundéré? Si on prend les 3 grandes régions, ça fait combien? Ça fait combien de personnes? Si on prend donc Douala, on prend le littoral, on prend l'ouest, on prend le nord-ouest, on prend le sud-ouest, on prend le centre et toutes ces autres régions. Mais il faut arrêter avec ces histoires. Il faut arrêter avec ces histoires. Je viens de vous donner les raisons pour lesquelles le RDPC a d'intérêt à maintenir, n'est-ce pas, cette fausse information, à maintenir, n'est-ce pas, cette propagande, pour faire croire aux gens que non, c'est le Grand Nord qui décide sur le sort des gens. Ce n'est pas vrai. Donc, je crois avoir dit l'essentiel dans ce live. Merci à ceux qui ont partagé, ceux qui ont liké. Si vous venez d'arriver, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de partager, liker. Et voilà, merci à vous. Merci. Très bonne soirée à tous et à toutes. C'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, vie, force, santé à vous. Pluie des bénédictions ancestrales. C'était Ngombeso Mbungbon, grand notable de Dieu que je suis, porteur, propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep, Otep, Otep. Très bonne soirée à tous et à toutes.